Donc on enchaîne avec Raphaël, qui va nous parler, qui nous faire une conférence importante sur la collapsologie, une critique de la collapsologie, dont on nous rabâche les oreilles depuis un bon petit moment, avec des gens comme Servigne, Cyril Dion, et il en dira plus que moi, ou même, enfin voilà. Donc, bah voilà, et ce qu'il faut dire, c'est que voilà, on passe de la croissance infinie à l'effondrement inéluctable. Est-ce qu'on ne prendrait pas pour des... Rafik, c'est à toi. Alors, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je vais vous présenter l'objet de la conférence, qui va être de l'idéologie de l'écologie politique jusqu'à la Smart City. Alors, d'abord, je vous ferai une brève définition de l'écologie. Ensuite, on parlera écologie politique. Je vous parlerai ensuite du rapport Meadows qui en est à l'origine sur les limites de la croissance. Ensuite, on fera une remise en question de la 6e extinction de masse des espèces. Rapidement du réchauffement climatique. On dira aussi quelques mots sur les, entre guillemets, gourous de la collapsologie. Puis on parlera de Smart City, cybernétique et l'approche systémique comme moyen de gouvernance. Et ensuite, nous parlerons de la famille Rockefeller et de son rapport à l'écologie politique. Et puis, enfin, on fera une remise en question de la vision de l'homme parasite. Alors, tout d'abord, on va voir la définition d'écologie. L'écologie en réalité c'est la science de l'habitat. Elle fut inventée en 1866 par Ernst Haeckel, un biologiste allemand darwiniste. Et elle s'occupe de c'est la science des relations des organismes avec le monde environnant, c'est-à-dire au sens large la science des conditions d'existence. Là il y a une chose qu'on peut voir aujourd'hui, c'est pas du tout l'écologie dont on parle aujourd'hui, c'est plutôt la science qu'on apprendra à l'école. Maintenant, on va voir qu'est-ce que l'écologie dont on parle aujourd'hui. Il s'agit de l'écologie politique en réalité. Là, j'ai pris simplement la définition de Wikipédia. L'écologie politique, c'est un ensemble de courants largement diffusés depuis les années 1970 qui insistent sur la prise en compte des enjeux écologiques dans l'action politique et dans l'organisation sociale. Et l'écologie, elle devient politique lorsqu'elle appelle à une profonde transformation du modèle économique et social, ainsi qu'à une remise à plat des relations entre l'homme et son environnement. L'écologie politique cherche à développer l'état de conscience de l'empreinte polluante de l'être humain sur le milieu. Le terme, il est apparu dans les années 70. Il s'agissait de remettre en question l'interaction entre l'être humain et son environnement, y compris dans les programmes politiques. Et une première étude du Club de Rome avait été publiée au début des années 1970, mais son impact il avait concerné les individus plus que les mouvements politiques en tant que tels. Alors le Club de Rome, on va en parler après, c'est une sorte de think tank très élitiste. Et très récemment, en fait, j'ai établi un parallèle entre l'écologie et l'économie, parce qu'en fait, il se trouve que le terme économie, aujourd'hui, à la base, ça s'appelait en fait l'économie politique. Donc je vais en parler rapidement. Tout comme l'écologie, avant était l'écologie politique, elle est devenue l'écologie, et donc c'est pareil avec l'économie. L'économie politique, elle peut s'entendre dans un sens général comme étant l'économie de la cité par opposition à l'économie domestique. Parce que l'économie, en fait, d'après l'étymologie, en fait, c'est l'administration de la maison, l'économie. Et après, c'est élargi à l'ensemble de la société, c'est ce qu'on appelle économie politique. Dans la seconde partie du XIXe siècle, le mot économie remplace progressivement le terme d'économie politique. Voilà, donc c'est ce qu'on vient de voir. Et alors, autre chose très intéressante, là j'ai pris les définitions de Wikipédia, simplement pour en parler. Il y a une contestation de la scientificité de l'économie. C'est-à-dire que selon certains auteurs, en fait, les hypothèses de la science économique, elles n'ont pas fait l'objet de vérification empirique.
L'appellation économie politique en filiation avec d'autres sciences sociales est aujourd'hui revendiquée en opposition d'une scientificité de l'économie proche des sciences naturelles. Et donc on le voit aujourd'hui en fait que c'est pas vraiment une science parce que c'est très politique et puis on se demande quelle science économique est en vigueur aujourd'hui. Hein. Donc maintenant on va revenir à l'écologie politique du point de vue des idéologies. Donc là je vais citer donc un auteur que j'affectionne particulièrement, donc René Guénon. Dans son livre La crise du monde moderne en 1927, il a parlé de la fabrication des opinions et par extension des idéologies. Et donc il a dit, ce dont on ne s'aperçoit pas, c'est que l'opinion est quelque chose que l'on peut très facilement diriger et modifier. On peut toujours à l'aide de suggestions appropriées y provoquer des courants allant dans un tel ou tel sens déterminé. Nous ne savons plus qui a parlé de fabriquer l'opinion, et cette expression est tout à fait juste, bien qu'il faille dire d'ailleurs que ce ne sont pas toujours les dirigeants apparents qui ont en réalité à leur disposition les moyens nécessaires pour obtenir ce résultat. Donc il faut bien prendre conscience que dans le cadre de la démocratie même directe, s'il y a des personnes derrière qui fabriquent l'opinion, finalement c'est ces personnes-là qui auront le pouvoir. La démocratie directe, elle servira juste de courroie de transmission. Ceux qui détiennent le pouvoir via la fabrication d'idéologies biaisées. On va parler donc toujours dans le cadre des idéologies. On va parler du biais cognitif. Donc le biais cognitif, c'est une distorsion d'un traitement cognitif d'une information. Le terme biais fait référence à une déviation systémique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Donc en fait, ce que la définition elle nous dit là, c'est que même si on a une pensée qui est logique et rationnelle, c'est pas pour autant qu'elle est en rapport avec la réalité. Donc il faut toujours confronter sa pensée au réel. Maintenant, donc, on va parler du Club de Rome, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, le Club de Rome, à l'origine, c'est un groupe de réflexion qui réunit scientifiques, économistes, fonctionnaires, donc nationaux et internationaux, ainsi que des industries de 52 pays qui sont préoccupés des systèmes, des problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les sociétés, tant industrialisées qu'en développement. Et donc la réunion elle a lieu pour la première fois en avril 68 et donc elle acquiert une notoriété mondiale à l'occasion de la publication donc d'un rapport, le rapport Meadows, Les limites à la croissance en 1972. Et donc il constitue la première étude importante mettant en exergue les dangers pour l'environnement et donc l'humanité de la croissance économique et démographique que connaît le monde. Alors là, très important, retenez bien ça. La réunion suivante se met en place avec l'appui de la fondation Rockefeller à Bellagio, en Italie. Jay Forrester et Osan Osberkan. Il y a plusieurs personnes qui adhèrent au Club de Rome à ce moment-là. Et donc cette conférence, elle appelle à une planification mondiale à long terme. Donc on voit déjà qu'il y a des objectifs politiques qui se cachent derrière. Et donc le concept de croissance zéro que ce rapport ne préconisait pas fut tout de moins l'une des idées fondatrices de l'écologie politique. C'est-à-dire qu'il y avait une suggestion de tendre vers la croissance zéro qui est à l'origine de l'écologie politique, mais ce n'était pas mentionné clairement encore dans ce rapport. Donc maintenant on va parler du rapport Meadows en question, des limites à la croissance. Et donc en 1972, donc 4 jeunes scientifiques du MIT, ils rédigent à la demande du Club de Rome, qu'on a vu précédemment, donc un rapport qui s'intitule The Limit to Growth, et donc qui se traduit en français Les limites à la croissance. Celui-ci va choquer le monde et devenir un best-seller international, car pour la première fois, leur recherche établit les conséquences dramatiques sur le plan écologique d'une croissance économique et démographique exponentielle dans un monde fini. Donc leur analyse, elle repose sur le modèle World 3, qui permet une simulation informatique des interactions entre population, croissance industrielle, production alimentaire et limite des écosystèmes terrestres. Donc en fait, c'est ce qu'ils ont mentionné ici donc dans leur simulation.
Donc on voit, il y a la courbe. Donc ils ont imaginé en fait que les ressources allaient être décroissantes en même temps que la population, la production industrielle, les services par habitant allaient augmenter. Et ils se sont dit qu'entre 2000 et 2025, ça allait bloquer quelque part, et ce qui allait poser problème à la population mondiale. Et donc ce rapport, il apparaît avant la première crise du pétrole en 1973. Et donc l'impact destructeur des activités humaines sur le processus naturel les conforte définitivement dans leur raisonnement. Voilà. Et donc maintenant, on va en revenir un peu en amont pour voir l'idéologie qui sous-tend en fait cette idée de limite de la croissance avec le malthusianisme. Donc c'est Thomas Malthus qui en est à l'origine. Donc il est né en 1766, décédé en 1834, et c'était un économiste britannique. Et donc il a fondé une doctrine qui s'appelle le malthusianisme, qui inclut une politique active de contrôle de la natalité pour maîtriser la croissance de la population. Donc en fait, il a fait une expérience de pensée, parce que lui-même, il n'avait pas les moyens de le vérifier. Et donc il a prédit mathématiquement que sans frein, la population elle augmente de façon exponentielle. Alors exponentielle, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32. Tandis que les ressources, d'après lui, ne croissent que de façon arithmétique. Donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en conclut le caractère inévitable de catastrophes démographiques, à moins de limiter la croissance de la population. Donc là, je vous ai lu la définition de Wikipédia, donc Thomas Malthus, et donc on voit que ça colle bien avec l'idéologie du Club de Rome. Alors maintenant, on va voir des controverses à ce Club de Rome. Donc sur le site contrepoint.org, on trouve un article « La décroissance est illusion dangereuse ». Donc je vais vous en citer un extrait. Donc on nous dit, sous couvert de bonnes intentions, la décroissance se révèle être une doctrine motivée par une idéologie qui ne dit pas ses modes d'action et dont les objectifs risquent d'être à l'opposé des objectifs qu'elle prétend servir. Donc là on nous dit l'issue de ces simulations, donc les simulations informatiques faites par le rapport Midos, donc, montre un emballement exponentiel dès qu'il y a une croissance économique. Certains économistes, dont Friedrich Hayek, prix Nobel d'économie en 1974, ils ont été très critiques à l'égard de ce rapport, mais l'intérêt des médias pour le spectaculaire l'emportait déjà sur la critique rationnelle. Et donc il nous dit, il est assez facile de démontrer que la société humaine est trop complexe pour que les moyens de simulation disponibles dans les années 70 puissent apporter des prédictions satisfaisantes. Donc en fait il a émis 3 critiques principales. C'est la complexité à simuler les comportements humains. Il est encore aujourd'hui hors d'atteinte malgré nos moyens informatiques, parce qu'en fait il faut bien se rendre compte qu'il faudrait prendre en compte tous les paramètres pour que la simulation soit vraiment exacte. Les effets papillons dont il est impossible de prévoir l'issue existent aussi dans l'évolution des comportements sociaux. Enfin, le biais des auteurs qui auront tendance à intégrer dans leur simulation les effets avec lesquels ils sont en accord. Et donc le biais, je rappelle, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est une déviation systémique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Maintenant, deuxième controverse dont le journal Le Monde a fait une tribune. Et donc le titre c'est « La gauche décroissante rejette le progrès et abandonne son humanisme ». Et donc dans cet article, on nous dit donc l'économiste Karl Menger anticipait déjà le débat sur la décroissance lorsqu'il écrivait que les quantités de biens de consommation à la disposition de l'homme ne sont limitées que par l'étendue de la connaissance humaine, des liens de causalité entre les choses et par l'étendue du contrôle humain sur ces choses. Donc il nous dit, pour synthétiser tout ça, que la ressource ultime, c'est donc l'intelligence humaine. Donc c'est l'intelligence humaine, finalement, qui va définir la capacité à exploiter les ressources. Et on peut très bien se creuser les méninges pour exploiter d'autres ressources, plutôt que celles qui sont existantes et qu'on dit qu'elles vont être épuisées. Donc ensuite il nous dit, nous n'avons connaissance ni de toutes les ressources qui sont disponibles, ni de la manière dont ces ressources peuvent être utilisées, ce qui rend impossible de légitimer une restriction du niveau de vie des générations présentes.
D'autant que, contrairement à ce que l'on peut croire, la suprématie des marchés ne conduit pas à l'épuisement irrationnel des ressources. Donc voilà pour les deux controverses de ce rapport. Maintenant, on va voir la collapsologie. Tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est, donc on va le voir rapidement. Donc c'est un courant de pensée récent qui étudie les risques d'un effondrement de la civilisation industrielle. En France, c'est l'étude systématique d'un possible effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Elle a été instituée par l'Institut Momentum, cofondé par Yves Cochet et Anne Sinelli. Et donc la collapsologie, elle est nommée et portée à la connaissance du grand public par Pablo Servigne et Raphaël Steven. Vous avez sans doute entendu parler dans leur essai qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ?» Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, qui a été publié en 2015. Donc la collapsologie, c'est assez récent, ça date il y a seulement 5 ans. Donc selon ces auteurs, ce néologisme a été créé pour désigner un champ de recherche qui émergeait dans la communauté scientifique. Elle s'inscrit dans l'idée que l'homme il altère son environnement durablement et propage le concept d'urgence écologique, lié notamment au réchauffement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Donc c'est un exercice transdisciplinaire qui fait appel à tout un tas de domaines de la science pour prouver l'effondrement, donc au travers de l'écologie, l'économie, la sociologie, la psychologie. Bref, ils vont chercher dans toutes les sciences pour essayer de démontrer un effondrement proche. Donc pour démontrer que c'est bien une idéologie plus qu'une réalité, là je suis allé chercher en fait un sondage IFOP commandé par l'Institut Jean Jaurès. Et donc là on voit, il y a dans plusieurs pays, en fait on a posé la question, est-ce que la civilisation telle que nous la connaissons va s'effondrer dans les années à venir ? Et donc on pose la question, personnellement, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord, donc avec ce diagnostic. Et donc on voit qu'en Italie ça monte à 75% de la population, pour descendre à seulement 39% en Allemagne. Donc en fonction des pays, on n'a pas du tout le même pourcentage de la population qui croit en l'effondrement. Et donc on nous dit que cette vision apocalyptique n'est partagée que par 56% des Britanniques et 52% des Américains aussi. Et que selon cette étude internationale, si la prophétie collapsologique a gagné beaucoup de terrain dans l'imaginaire des Occidentaux ces dernières années, c'est en France et en Italie qu'elle rencontre manifestement le plus d'écho. Donc maintenant, on va essayer de remettre en question l'hypothèse de la 6e extinction de masse. On va commencer avec le cas des abeilles. Alors tout le monde le sait, les abeilles disparaissent. Et donc, pour résumer toute la problématique des abeilles, moi j'ai fait un travail de recherche, mais j'ai trouvé un commentaire sous un article, en réaction à un article, qui synthétise très bien la chose. Donc c'est un article qui est paru dans le journal CNRS.fr qui s'appelle « Pourquoi les abeilles disparaissent ?» et je vais vous lire le commentaire de l'auteur. Donc l'auteur du commentaire il nous dit « L'affirmation selon laquelle les abeilles sont responsables de l'essentiel de la pollinisation et donc du calcul du service écosystémique est vraie mais biaisée. Le lecteur y comprend les abeilles domestiques. Il faut comprendre ce que l'auteur ne précise pas. Donc les 977 espèces d'abeilles recensées en France. Donc il y a 976 espèces d'abeilles sauvages plus une espèce d'abeille domestique. Donc beaucoup de plantes ne sont fécondées que par une seule ou un petit nombre d'espèces d'abeilles sauvages. Beaucoup d'abeilles ne fécondent qu'un nombre limité d'espèces de fleurs. Bref, c'est la diversité des abeilles sauvages qui contribue au service écosystémique, et non la seule abeille domestique. Pire, favorisée par l'homme, elle entre en compétition avec les abeilles sauvages. Et, la compétition entre les abeilles sauvages et l'abeille domestique, à partir d'une certaine densité de ruches au kilomètre carré, nuit aux abeilles sauvages, et contribue donc à réduire le service écosystémique des abeilles. Donc en fait là il nous dit que l'introduction d'abeilles domestiques, donc les abeilles domestiques c'est des abeilles qui servent à faire le miel, c'est des abeilles d'élevage qu'on met dans les ruches. Donc elles entrent en concurrence avec les 977 espèces d'abeilles en France recensées, en faisant concurrence sur les ressources. Voilà.
Et donc ensuite, je suis allé voir sur Wikipédia. Quand on parle en fait d'effondrement des colonies d'abeilles, qu'est-ce qu'on parle? Donc là, ça concerne les abeilles domestiques, toujours qui vivent dans les ruches, et non pas les abeilles qui vivent à l'état sauvage. Et donc il y a une étude qui a été réalisée par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Et donc parmi les causes, clairement, je vous le dis tout de suite, c'est carrément l'inverse de celle qu'on pense. C'est-à-dire que là, on voit les premières causes d'effondrement des colonies d'abeilles, c'est disease, donc là c'est les maladies. Ensuite, on a le varroa ici, c'est un parasite, c'est un acarien, on en reparlera plus tard. Et on a aussi des problèmes là on parle des problèmes généraux ou mismanagement, c'est des problèmes de gestion des ruches en fait. Et alors là on voit les conditions météo, alors les conditions météo c'est vraiment tout petit, hein, donc on voit que le réchauffement climatique, d'après cette étude, il y est pour rien sur la disparition des abeilles. Et là ensuite on nous parle un petit peu de l'empoisonnement et puis l'exposition aux pesticides vraiment en tout petit ici. Voilà. Donc ensuite, on va voir que selon les pays, l'explication de la disparition des abeilles, elle est différente et surtout en France. Donc en Belgique, on estime que c'est le varroa, donc le parasite acarien dont je parlais tout à l'heure, qui est à l'origine. En Espagne, on pense que c'est un champignon microscopique. Aux États-Unis, on parle d'une souche d'un virus. Et alors en France, on pense que c'est les pesticides. C'est surtout les pesticides en France. À Hawaï, on pense aussi que c'est l'acarien, le varroa. Et en Suisse, pareil, on pense que c'est le varroa qui décime les abeilles domestiques. D'ailleurs, quand on va sur le site suisse apiculteur.ch, on nous dit le varroa est le principal responsable de la perte des colonies d'abeilles en Suisse depuis 30 ans. Donc là, c'est le site des apiculteurs en Suisse qui nous le dit. Donc là, j'ai trouvé un article qui traite, donc en fait, c'est sur Conso Globe, l'abeille domestique et sauvage. Donc là, ils expliquent en fait comment les abeilles domestiques et sauvages entrent en compétition. J'en ai brièvement parlé tout à l'heure. Et donc on nous dit si les deux abeilles elles souffrent de l'activité humaine, les experts ils estiment que le phénomène d'effondrement dans les colonies d'abeilles domestiques ne relève pas du même facteur que le déclin spectaculaire des milliers d'abeilles sauvages. Et donc l'introduction massive des abeilles mellifères, donc domestiques, reconstituées par l'élevage et l'agriculture dans leur environnement. Donc selon les chercheurs de Cambridge, dans la revue Science, les abeilles domestiques contribuent au déclin des abeilles sauvages par la concurrence des ressources. Donc en fait, le fait de réintroduire des abeilles domestiques nuise carrément à la pollinisation, donc tout l'inverse de ce qu'on croit d'habitude. Ensuite, donc là j'ai trouvé un autre article sur le site Abeilles en Liberté, qui nous dit tout simplement qu'il n'existe aucun recensement des colonies sauvages. C'est-à-dire que les seuls types d'abeilles qu'on recense en France, c'est les abeilles domestiques qui vivent dans les ruches, parce que ça c'est assez facile à faire, mais il faut bien s'imaginer que les abeilles sauvages, pour pouvoir les recenser, il faudrait mettre une puce sur chacune d'elles et les tracer. Enfin, c'est impossible d'avoir un recensement fidèle des populations dans le temps et dans l'espace sur tout le territoire. Et il y a autre chose que je veux préciser aussi, c'est que les insectes, ils se reproduisent de manière exponentielle. Ils pondent des milliers d'œufs, donc même s'ils disparaissent temporairement, ils ont très bien vite fait de recoloniser le milieu dès qu'il est propice. Ensuite, on va parler donc du cas des ours polaires. Donc là, pareil, un article factuel de Wikipédia. Donc selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UNICN, ils estiment que la population d'ours blancs est à l'environ de 26 000 individus. La considèrent comme une espèce vulnérable, principalement en raison du réchauffement climatique. Mais en 2015, Morten Jorgensen conclut au contraire que la principale menace qui pèse sur l'ours polaire, c'est la chasse. Donc loin devant le changement climatique, et ils estiment que la population elle est inférieure à 20 000 individus.
Et donc à la fin, donc, dans l'article de Wikipédia, on nous dit les derniers recensements publiés donc, en 2016, ils n'ont toutefois pas montré la diminution de la population, celle-ci restant aux alentours de 21 000, 30 000 individus. Donc même sur Wikipédia, on nous dit que la population d'ours polaires est stable. Donc là, j'ai trouvé un autre article sur un site, donc le site s'appelle Association des climato-réalistes, et dans lequel ils nous disent que les ours polaires donc se portent bien. Donc la population des ours polaires est stable, voire en augmentation, comme le montre la biologiste Suzanne Crockford. Donc les menaces qui pèsent sur l'avenir de cette espèce sont liées aux projections de la réduction de la banquise arctique issue de modèles du GIEC. Donc en fait, pour calculer la population d'ours, ils réalisent des simulations informatiques qui tiennent compte du réchauffement climatique. Donc en fait, c'est que des hypothèses, mais il n'y a aucune réalité là-dedans. Donc maintenant, je vais vous parler donc de l'invasion, donc toujours concernant le système d'extinction de masse, l'invasion de la Roumanie par les ours. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps aussi. Donc la Roumanie, elle est envahie par les ours actuellement, avec des effectifs qui avoisinent 10 000 animaux. Et donc en fait là on voit des ours qui se baladent dans les villes au milieu des voitures et des habitants. Les ours la nuit ils envahissent les villes et ils fouillent dans les poubelles pour trouver à manger. Pareil en Angleterre, mais avec une autre espèce animale cette fois-ci, donc l'invasion de l'Angleterre par les renards. Et donc là on nous dit le nombre de renards en Angleterre a quadruplé en 20 ans. Et donc il y en aurait 10 000 rien que dans la capitale britannique. Donc là c'est pareil, on voit les renards qui se promènent en ville, qui fouillent les poubelles, et on nous dit qu'à Londres il y en aurait entre 30 et 35 renards par kilomètre carré. Et donc ils nous disent que en fait c'est parce qu'il y a un environnement qui est propice à la survie des renards. L'absence de prédateurs et les poubelles débordantes de Londres attirent les canidés sauvages. Les nombreux espaces verts et les parcs de la ville profitent également de leur épanouissement. Et les autorités demandent aux Britanniques et aux touristes de ne pas nourrir les animaux. Donc ensuite, quand je suis parti sur cette piste donc, de la 6e extinction de masse pour la remettre en question, je suis allé voir sur Wikipédia aussi qu'est-ce qu'ils disaient des espèces qui disparaissaient actuellement. Et donc ils nous listent tout un tas d'espèces qui seraient considérées comme disparues, on va prendre des précautions, hein, pendant la période actuelle. C'est-à-dire qu'on élude en fait les espèces qui auraient disparu pendant la période préhistorique. Et donc là on nous liste quelques-unes des espèces, mais ce dont on peut s'apercevoir, en fait si on regarde les dates, on a des dates qui vont de 1831, 1900, 1600, 1840. En fait ça se situe surtout entre 1800 et 1950 en gros. On n'a pas vraiment d'espèces qui ont disparu, bon là on voit pas bien parce qu'ils sont tout petits, mais en gros on n'a pas vraiment d'espèces animales qui ont disparu dans les 5 et 10 dernières années, hein, alors qu'on nous dit qu'en ce moment on est en train de vivre un effondrement de masse, donc des espèces animales. Encore mieux, on a carrément des espèces considérées comme disparues qui en fait ont réapparu. Donc là on a un article du Huffington Post qui nous dit que on a le tigre de Tasmanie, donc qui a été considéré comme une espèce éteinte, et en fait récemment il aurait été vu à 8 reprises. On a une autre espèce qui est dans le même cas, qui s'appelle donc le chevrotin ado argenté, qui lui aussi a été considéré comme disparu et qui aurait été de nouveau revu. Maintenant on va parler rapidement du réchauffement climatique. Et dont le mini-âge glaciaire. Donc là en fait j'ai pris une photo qui se trouve au pied d'un glacier et qui nous explique rapidement qu'est-ce que le petit âge glaciaire. Donc sur le panneau il y a une explication qui nous dit donc de 1550 à 1850 les Alpes ont connu de fortes avancées de front glaciaire.
Depuis, la plupart ont subi une régression. Donc de 1550 à 1850, les glaciers ont avancé dans les Alpes. Et donc moi, je pose la réflexion suivante. Donc si on a eu un mini-âge glaciaire qui a duré 300 ans entre 1550 et 1850, on peut très bien imaginer qu'aujourd'hui on est dans une phase opposée qui est une phase chaude. Et si elle dure 300 ans, il faut bien comprendre qu'elle prendra fin seulement en 2150. Donc là, j'ai trouvé aussi donc des photos dans le Nouvel Obs, et en fait, on nous montre comment les glaciers français ils ont fondu en 150 ans. Donc on nous montre donc ici en noir et blanc une photo du glacier d'Argentière en 1860 et une photo actuelle. Je crois qu'elle date des 5 dernières années celle-ci. Donc effectivement, on voit le glacier là, il a énormément fondu. Et donc on nous dit dans l'article, à peine plus loin dans la vallée, le glacier d'Argentière qui, vers 1860, dominait l'église du village. Depuis, il a reculé plus d'1 kilomètre. Et en 1644, effrayés par l'avancée des glaces, les habitants de la vallée avaient alors appelé un évêque à la rescousse et ils avaient organisé une procession pour exorciser les glacières. Aujourd'hui, les habitants d'Argentière n'y songeraient pas, ou alors ce serait pour faire revenir la glace. Donc avant on avait peur de l'avancée de la glace et maintenant on s'inquiète que la glace disparaît. Je vais vous parler aussi brièvement du GIEC. Alors Loïc, vous en avez déjà parlé dans la conférence d'hier un peu. Donc là je suis allé tout bêtement aussi encore sur Wikipédia. Et on nous dit clairement noir sur blanc que ce groupe créé en 88, il a été créé suite à une initiative politique de nature internationale. Donc on croit que c'est un organisme indépendant scientifique, et là on nous dit carrément que ça a été créé suite à une initiative politique. Donc au moins c'est très clair. Et donc il dépend de l'Organisation météorologique mondiale et du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et alors là encore pire, donc on nous dit que dans les missions du GIEC, il n'a pas pour mandat d'entreprendre des travaux de recherche, ni de suivre l'évolution de variables climatologiques ou d'autres paramètres pertinents. Donc en fait sa mission, c'est ce qui est dit un peu plus haut là, en fait c'est d'évaluer de manière claire et objective les informations d'ordre scientifique et technique qui sont nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique d'origine humaine. Donc le GIEC ne se préoccupe que de chercher les conséquences humaines dans le réchauffement climatique. Il ne s'occupe pas du tout de l'évolution climatique et de cycles qu'il pourrait y avoir en présence. Donc là, c'est dit noir sur blanc aussi. Ensuite, on va parler des, entre guillemets, gourous de la collapsologie. On va commencer par quelqu'un qui est bien connu, Jean-Marc Jancovici. Donc là, pareil, je suis allé sur Wikipédia. Donc c'est un spécialiste de l'énergie du climat. Il fait un travail de sensibilisation et de vulgarisation sur les thèmes de l'énergie du climat, notamment sur le réchauffement climatique, dont il fait un diagnostic. Et donc il s'est engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, et en particulier dans la limitation et la réduction des gaz à effet de serre. Et là, important aussi à noter, ça peut mettre la puce à l'oreille, il milite pour la taxe carbone, mais également pour la production d'énergie nucléaire civile. Donc c'est un écologiste qui milite pour le nucléaire. Et donc ensuite, selon lui, le modèle des sociétés occidentales, il est voué à la décroissance. Donc pareil, on retrouve cette idée de décroissance. Donc moi, j'ai enquêté un peu sur Jean-Marc Jancovici pour savoir un peu quel milieu il a fréquenté. Et en fait, on retrouve son nom dans le club élitiste des Young Leaders, donc qui est recruté par la French American Foundation. Et donc, l'une des activités principales, c'est l'organisation de séminaires pour des jeunes dirigeants, des young leaders, français et américains, issus de la politique et de la finance ou de la presse, à fort potentiel de leadership, appelés à jouer un rôle important dans leur pays. Donc là, Jancovici, apparemment, il s'est perdu au milieu des hommes politiques et des gens de la presse et de la finance, parce qu'il s'est retrouvé avec eux à être coopté dans ce think tank. Et donc là on voit son nom ici, là j'ai surligné son nom, et donc il se retrouve avec des gens comme Arnaud Montebourg, par exemple, Christine Ockrent, donc qui est une journaliste, Édouard Philippe qui a participé, enfin on a toute une liste et c'est que des hommes politiques.
Donc on voit clairement en fait qu'il a été appelé pour devenir un leader d'opinion, donc dans le domaine de l'écologie. Ensuite, on va dire quelques mots sur Aurélien Barraud. Donc il y a quelqu'un qui se dit écolo, Nicolas Cazot, qui rédige souvent des articles. Il a écrit un article assez à charge contre lui. Et il nous dit récemment, il a récemment publié un appel signé par plein d'idiots utiles de l'industrie du divertissement, d'Alain Delon à Muriel Robin, demandant la restriction de certaines des libertés individuelles afin de pouvoir sauver la planète. Donc Aurélien Barraud, il appelle à ça. Hein. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, il a pris publiquement part pour le port du masque. Donc question réduction des libertés, il s'y connaît quelque chose. Et donc ensuite, Nicolas Cazot, il nous dit donc cet appel est une sorte de plaidoyer en faveur de l'écofascisme prédit par Bernard Charbonneau il y a plusieurs années. Donc cet auteur, il a écrit un livre, et donc il nous dit, cet auteur, l'écofascisme a de l'avenir pour lui. Il pourrait être aussi bien le fait d'un régime totalitaire de gauche que de droite sous la pression de la nécessité. Donc c'est un peu comme en fait la crise sanitaire actuelle, hein, sauf que là c'est au niveau de l'écologie. Donc sous la pression de la nécessité, on veut limiter nos libertés. Et Aurélien Barraud, à un moment donné, il a fait une trêve dans ses interventions médiatiques. Et j'ai relevé ça en fait sur son compte Twitter. Il a dit je veux bien laisser la parole à ceux qui sont plus experts, qui ont travaillé la question en profondeur. Ça veut dire que lui, il ne se revendique pas comme un expert, il n'a pas travaillé la question en profondeur, mais il intervient sur les médias pour dire c'est la fin du monde, attention. Donc on le voit ici intervenir à la Grande Loge nationale française, donc une loge maçonnique. Et donc en fait, donc au travers de cette conférence, il se pose la question quel serait le créateur d'un univers multiple. Et à la fin, nous dit Aurélien Barraud nous a challengé et incité à prolonger plus loin nos propres réponses à propos du grand architecte de l'univers. Donc maintenant, on va parler Smart City, cybernétique et systématique comme moyen de gouvernance. Et surtout, on va voir le lien qu'il y a avec l'écologie. Donc la Smart City, c'est la ville du XXIe siècle, dite intelligente. Donc tout ce qui est smart est intelligent et connecté. Donc on voit que tous les domaines sont smart, dans le domaine de la santé, des achats, de l'éducation. Les smart buildings, c'est les constructions intelligentes. On a les smart homes, les maisons intelligentes, les parkings intelligents. Tout est intelligent en relation avec l'eau, les énergies, enfin la gestion des énergies. Donc je vais vous donner les caractéristiques d'une ville intelligente. Donc les changements organisationnels, technologiques et sociétaux des villes actuelles, ils sont induits par leur volonté d'être une partie de la réponse au changement climatique. Donc là, en fait, je suis allé sur le site smartgrid-cre.fr et donc ils nous disent vraiment noir sur blanc que les smart cities, c'est une réponse au changement climatique. Donc voilà le rapport avec l'écologie. Donc la ville intelligente cherche ainsi à concilier les piliers sociaux et culturels et environnementaux à travers une approche systémique. Alors notez bien, approche systémique, on va en reparler, qui allie gouvernance participative et gestion éclairée des ressources naturelles, afin de faire face aux besoins des institutions, des entreprises et des citoyens. Donc le terme pour désigner la ville intelligente sont nombreux, smart cities, numérique, green city, etc. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, il y a les maisons intelligentes qui sont reliées aux véhicules électriques. Et avec le smart grid, c'est les réseaux électriques intelligents. Donc en lien avec le compteur Linky, qui est une pièce maîtresse, le compteur Linky, du développement des smart cities, avec les bâtiments énergie positive, et donc les smart buildings. La ville du tout intelligent, donc ces piliers, ils ont été définis en 2007, donc en fait c'est assez récent, et on a défini en fait 7 points avec l'économie intelligente, la gouvernance intelligente, l'environnement intelligent, les habitats intelligents, la mobilité intelligente. Et alors moi, il y a une chose qui m'a choqué, je vous laisserai juge de ça, on nous parle de citoyens intelligents. Donc par le niveau de qualification,
l'affinité pour l'apprentissage à vie, la pluralité sociale et ethnique, la flexibilité, apparemment c'est un critère d'intelligence, la flexibilité, le fait d'être cosmopolite et ouvert d'esprit, et la participation à la vie publique. Alors moi je pose la question, dans le monde d'aujourd'hui, la participation à la vie publique, à quoi ça se résume? En tout cas, pas la remise en question de la Smart Cities, puisqu'ils habiteront à l'intérieur. Donc là, je veux montrer aussi à quel point la Smart Cities, ça rejoint le monde d'aujourd'hui, hein, et ça a été planifié déjà bien avant, puisque on nous parle de... j'ai repéré en fait, donc, dans les points de la Smart Cities, un côté en fait qui traitait de l'aspect de la surveillance. Je vais vous montrer sur la diapo suivante, on verra mieux. Donc on nous parle de drones, donc ça aujourd'hui c'est déjà fait. On nous parle de caméras par surveillance, c'est déjà fait. On nous parle de caméras de corps. Donc en fait, les agents de police, ils pourront se balader donc avec des caméras pour assurer la sécurité des citoyens, bien sûr. Et ensuite, on nous parle aussi donc de dispositifs qui sont portables, donc des capteurs de capteurs qu'on porte sur nous en fait. Et ils seront reliés à la fois à la ville, mais aussi aux autres citoyens. Parmi les acteurs de ces Smart Cities, c'est pas n'importe qui, puisque les grosses multinationales s'y sont engagées. Donc là, on a Vinci, par exemple, et Vinci Énergie, donc ils sont présents dans toutes les composantes de la ville intelligente. Des réseaux de transport d'énergie, de communication d'éclairage, les smart grids, et donc il aide à créer la ville du futur. Et donc après Vinci, on a ici donc l'entreprise Bouygues. Donc Bouygues, il travaille beaucoup dans le BTP. Et donc là, voilà, sur le site de Bouygues, on nous dit la ville au service des habitants, la Smart City. Donc en fait, ce projet, il est dans les cartons depuis très longtemps. Ça fait des années déjà, depuis 2010, qu'il y a des brochures qui sont émises aux élus, qui sont distribués auprès des élus, et en gros les élus ils ont juste à signer pour le projet, et il n'y a plus qu'à dérouler la construction, tout est dans les cartons. Donc là ensuite j'ai trouvé un article qui est très critique donc sur la Smart City, qu'on trouve sur le site Linky Non Merci, et donc il se pose la question de la Smart City, si ce serait pas le meilleur des mondes. Donc on nous parle du concept de la ville intelligente, il est nommé comme solution pour faire face à la crise économique et aux différents défis climatiques et énergétiques actuels. Et donc, dans une société où l'espace citadin fusionne avec les nouvelles technologies de l'information, enfin, c'est une société qui fusionne avec les moyens des technologies de l'information et de la communication. Et donc, ils nous disent que c'est un projet qui est imposé. C'est le concept de la troisième révolution industrielle, qui est issu de l'économiste américain Jeremy Rifkin. Il a été officiellement adopté par le Parlement européen le 12 février 2007. Voilà, donc en 2007, on a émis ce concept de troisième révolution industrielle avec les Smart Cities. Et donc dans l'article, on nous dit que l'homme il est jugé incapable de gérer sa société et il confie tous les aspects à la technologie et à l'intelligence artificielle. Et la Smart Cities, elle nous a imposé sans aucune concertation, ni véritable débat, alors que cela nous concerne tous en premier chef. Ensuite, il traite de la dictature programmée de la Smart City. Les Smart Cities, elles fonctionnent comme un organisme connecté 24 heures sur 24. Ce mastodonte a besoin d'être nourri avec énormément de data transmises à très grande vitesse, d'où la nécessité de la 5G. De nombreuses villes et communes, Nice, Paris, Marseille, Lyon, sont déjà engagées en tant que ville pilote. Et ceci sans information ni consentement des habitants, sans objectif clairement défini, et sans aucune garantie quant à l'usage que sera fait de ces données. Il y a quelque chose aussi qui est marrant, c'est que récemment avec le Covid, on nous dit que la ville de Dijon, il y a des articles qui sont parus dans la presse mainstream, qui nous dit que la ville de Dijon, grâce à la Smart Cities, arrive justement à gérer la crise du coronavirus. Donc c'est bien pratique, cette Smart City, puisqu'elle permet de tout gérer, ça tombe vraiment à point. Et donc tout cela ouvre la porte à un contrôle social sans précédent. Dans l'anarchie généralisée du big data planétaire, la dérive est inévitable, d'autant plus qu'en Occident, les lois protectrices des libertés fondamentales tombent comme des dominos.
Je crois que ça n'a jamais été aussi clair qu'aujourd'hui. Et ensuite, donc, l'auteur nous dit d'où vient cette folie. Donc l'agenda 21 qui aujourd'hui est l'agenda 2030 du développement durable des Nations Unies. C'est un plan pour faire l'inventaire et prendre le contrôle planétaire de toutes les terres, des eaux, des minéraux, des plantes, des animaux, des constructions, des moyens de production, de nourriture, d'énergie, des informations et surtout des êtres humains dans le monde. Donc c'est la mise en esclavage totale des hommes et de la nature où l'humain est sacrifié au profit de la machine. C'est un plan infernal. Donc ce plan infernal, il construit une prison mondiale pour les générations à venir et nous mène à la destruction de la vie. Maintenant, je vais vous parler de ce qui sous-tend en fait l'idéologie de la Smart Cities, parce que derrière, en fait, il y a une base philosophique. Et donc cette base philosophique, c'est la cybernétique. Alors, vous connaissez pas forcément ce terme, mais c'est assez complexe, donc je vais m'attarder un peu là-dessus. Pour vous le faire comprendre. Donc j'ai fait beaucoup de recherches sur plusieurs articles et j'ai essayé de synthétiser ça pour vraiment être clair. Donc je vais en faire la définition du concept et de ses applications. Donc la cybernétique, c'est la science du contrôle des systèmes, qu'ils soient vivants ou non vivants, et ça a été fondé en 1948 par le mathématicien américain Norbert Wiener lors des conférences de Macy. Donc il y a eu 10 conférences entre 42 et 53 à New York de ces conférences Macy. Et donc c'est la théorie de la gestion des processus automatisés par le calcul de flux d'informations entrant et sortant et de rétroaction. C'est ce qu'on voit sur le schéma en fait. C'est le schéma de fonctionnement d'un système ou même d'un ordinateur. En fait, on a des entrées, on a un processus, on a des sorties et on a des rétroactions pour rendre compte en fait du résultat. Et on le voit ici, en fait, c'est illustré avec un système politique. Donc un système politique, on a des demandes, il y a le système politique qui va produire derrière des lois et des décisions, et ensuite on va voir si ces lois et décisions répondent bien aux demandes qui sont arrivées en entrée. Donc ça, c'est la définition du système, du moins de la cybernétique. Donc c'est un système automatisé finalement. Et donc la cybernétique, elle a donné lieu à la systémique. Donc la systémique, c'est une idéologie philosophique qui consiste à tout envisager comme étant des systèmes. Donc que ce soit vivant, non vivant, et comme étant imbriqué ou en interaction. Donc là, c'est quelque chose qui est assez nouveau d'entrevoir toutes les choses comme étant des systèmes. Et donc ils peuvent être considérés comme des systèmes. Donc une société, une économie, un réseau d'ordinateurs, une machine, une entreprise, une cellule, un organisme, un cerveau, un individu et même un écosystème. Voilà, donc un écosystème, c'est un système écologique. Et donc, cette cybernétique, elle a engendré de nombreux domaines d'application qui n'existaient pas avant. Donc la psychanalyse, l'informatique, la sociologie, l'ingénierie, la robotique, l'intelligence artificielle. Ça va même jusqu'au management en entreprise avec la démarche qualité. Et même, alors là très important, attention, l'écologie. Donc l'hypothèse de Gaïa de James Lovelock se fonde sur les postulats de la cybernétique et voit en la Terre un mécanisme d'autorégulation. Donc en fait, au moment où c'est qu'on a fait cette étude sur les systèmes, on a imaginé que la Terre était un système et qu'il était autorégulé. Et donc Norbert Wiener, en fait, il a écrit un livre qui s'appelle Cybernétique et société, dans lequel il dit la thèse de ce livre est que la société ne peut être comprise que par une étude des messages et des dispositifs de communication qu'elle contient, et que dans le développement futur de ces messages et de ces dispositifs, les messages entre l'homme et les machines, entre les machines et l'homme, et entre les machines et les machines sont appelés à jouer un rôle sans cesse croissant. Donc là, on nous parle de toute la communication qu'il y a entre l'homme et les machines et les machines qui se développent aujourd'hui avec l'informatique. Et donc j'ai dégagé les idées qui étaient induites par la cybernétique. Donc c'est l'idée que quand il y a un système, il faut au moins un système aussi complexe pour le piloter. Il faut atteindre des objectifs mesurables, dont l'objectif lui-même il est relatif. Donc par exemple, pour la réduction d'émissions de CO2, on va proposer un système qui va être la Smart Cities, qui lui va piloter la réduction, la gestion
des réductions de CO2. Et donc ensuite, quand on met le focus sur quelque chose, c'est-à-dire à tout réduire avec une vision de système d'échange, de matière et d'information, cela c'est au détriment d'aspects qui sont mis au second plan. Et donc au travers de la cybernétique et des smart cities, donc tout ce qui est de l'ordre humain, donc l'émotion, les sentiments, les intuitions, donc tout ça on le met de côté. Et donc appliqué à la gestion de la société, cela exige aussi des êtres humains qui sont formatés, donc tels des automates, de sorte d'avoir des comportements qui sont prédictibles. Et donc là, je fais référence à l'ingénierie sociale. Donc si les êtres humains sont formatés, ils sont beaucoup plus faciles à contrôler par ces systèmes, puisqu'ils sont prévisibles. Et on sait là où ils en sont aujourd'hui, et on arrive à les mener là où on veut, finalement. Et donc on a supposé que le système Terre, il était déséquilibré par la présence de l'homme. Donc c'est-à-dire qu'on a imaginé en fait la Terre sans l'homme quelque part, et on l'a vu comme un système qui était autorégulé. Et ensuite on a vu que l'homme finalement c'était un parasite sur cette Terre autorégulée, et qu'il fallait mettre en place un système pilote d'autorégulation. Donc ça aujourd'hui c'est ce qu'on essaye de mettre en place en fait, via les smart cities notamment, et les politiques, parce que la politique c'est un système comme on l'a vu, donc un système pilote pour gérer les déséquilibres. Et donc avec la cybernétique on substitue l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle, donc qu'on met en place aujourd'hui, et on remplace donc la transcendance par l'immanence, donc la verticalité par l'horizontalité. Et tout ce qui relève du domaine de l'intuition est balayé par tout ce qui est uniquement de l'ordre du monde visible et de la matière. Et donc cette rationalisation, donc on peut traduire rationalisation par calcul, entraîne une déresponsabilisation des acteurs qui se trouvent dépossédés de leur libre arbitre et qui se conforment à l'arbitraire du protocole automatisé et automatisant. On a récemment quelqu'un qui s'appelle Alain Supiot, qui a écrit un livre entre 2012 et 2016. Donc, il est né en 1949 à Nantes et c'est un juriste français spécialisé du droit du travail et de la sécurité sociale et de la philosophie du droit. Et donc, il nous dit en fait dans son livre, la raison du pouvoir n'est plus recherchée dans une instance souveraine transcendant la société, mais dans des normes inhérentes au bon fonctionnement. Prospère sur ses bases un idéal normatif qui vise la réalisation efficace d'objectifs mesurables plutôt que l'obéissance à des lois justes. Issu de la cybernétique, donc ce qu'on a vu précédemment, le concept de gouvernance porte à considérer le chiffre non comme un cadre, mais comme un but d'action, ou plutôt exactement comme un moteur de la réaction, puisque chaque acteur privé ou public est censé non plus agir, mais rétroagir aux signaux chiffrés qui lui parviennent afin d'améliorer sa performance. Alors pour ceux qui sont familiarisés avec ça, c'est exactement ce qu'on retrouve en entreprise avec la démarche qualité. Maintenant, on va donc voir comment la famille Rockefeller, elle intervient dans tout ce qu'on a vu précédemment, de l'écologie politique jusqu'à l'intelligence artificielle. Donc là, on a carrément un article du Figaro qui nous dit que l'article il date de 2016, mais en réalité ça s'est produit en 2015. La famille Rockefeller et le pétrole, c'est terminé. Et donc le fonds d'investissement de la famille Rockefeller, il a annoncé son retrait des énergies fossiles. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, donc ils nous disent non contents de tourner le dos. Alors illustre aïeul, les héritiers Rockefeller n'ont pas mis les formes non plus. Ils pointent l'attitude moralement répréhensible d'ExxonMobil, qui à leurs yeux aurait trompé l'opinion sur la menace exacte représentée par le réchauffement climatique. Voilà. Et donc, oui, ce que je voulais rappeler, en fait, c'est que la famille Rockefeller a fait toute sa fortune sur le pétrole. Et donc là, ils y ont carrément mis fin. Donc c'est vraiment signe qu'il y a un changement qui est en train de se passer. Et qu'eux, ils y participent pleinement. Ensuite, j'ai trouvé un autre article, alors là, qui vaut son pesant de cacahuètes, sur Paris Match. Et donc, on a Valérie Rockefeller, qui mise tout sur les énergies vertes aujourd'hui. Donc, Valérie Rockefeller, c'est l'héritière directe de cette richissime famille.
qui en 5 générations a fait fortune grâce au pétrole. Sa fondation, donc le Rockefeller Brothers Fund, donc c'est un fonds d'investissement, allouant désormais ses gigantesques ressources aux énergies non polluantes. Donc en septembre 2014, l'annonce tombe, les Rockefeller Brothers Fund se désengagent complètement et ses investissements dans le pétrole donc vers les énergies donc des énergies du pétrole et des énergies fossiles. Et donc pour eux, c'est des placements qui sont devenus trop risqués. Et ils disent bientôt l'or noir sera le pire investissement. Alors pour vous dire comme ils ont raison, actuellement le prix du pétrole a chuté. Donc je ne sais pas s'ils avaient une boule de cristal ou comment ils ont fait pour le prédire. Je vais m'attarder un peu sur cet article parce que en fait c'est un article de la presse mainstream, mais en fait on pourrait retrouver ça sur un site conspirationniste, hein, c'est vraiment hallucinant. Donc toujours dans Paris Match, on nous dit la famille elle joue un rôle immense jusqu'au sommet de l'État. Le patriarche de la famille a été l'un des chefs d'orchestre de la Marche du Monde. Donc ça c'est carrément, donc c'est Paris Match qui nous dit ça, hein. Que celle des Rockefeller et aussi de David. Il a dirigé d'importants think tanks comme le CFR, Council on Foreign Relations, la Commission trilatérale ou encore le Club de Bilderberg. Donc ça c'est des think tanks dont les réunions étaient cachées pendant les médias durant des décennies, hein. Le club de Bilderberg, je crois que c'est des années 60 et jusqu'alors les médias n'ont jamais couvert ces réunions. Et donc ils nous disent que ça leur a permis donc de discuter dans le plus grand secret des affaires de la planète. Donc Paris Match conspirationniste. Et donc la famille a été l'un des chefs d'orchestre de la Marche du Monde. Et que si les Rockefeller pèsent aujourd'hui 11 milliards de dollars, leur influence dans le monde reste leur plus grand trésor. Alors maintenant, donc on retrouve aussi la trace des Rockefeller derrière le Fonds mondial pour la nature, plus connu sous l'appellation WWF en anglais. Et là, grande curiosité, donc sur Wikipédia, on nous dit les fondateurs, on trouve un Julian Huxley. Alors Julian Huxley, c'est le frère de Aldous Huxley qui écrit Le Meilleur des Mondes, donc ça c'est très curieux, hein, qui se retrouve derrière ces ONG aussi. Et on a un certain Godfrey Rockefeller. Donc je suis allé voir sur sur sa fiche Wikipédia en anglais parce qu'en français on trouve rien. Et on nous dit que donc Rockefeller a joué un rôle important dans la fondation et la création du World Wildlife Fund, donc du Fonds mondial pour la nature. Ensuite, donc j'ai trouvé un rapport vraiment très intéressant qu'on peut télécharger en PDF. Et en fait, c'est un organisme, je suppose, qui est indépendant, en fait, qui s'est appelé le Energy Environmental Legal Institute. Et donc, dans le sommaire, on nous dit tout simplement que les Rockefeller ils ont carrément montré leur désir pour un contrôle illimité de la société. Ils ont utilisé le mouvement vert pour accroître leur empire. Ils ont financé le mouvement vert depuis les années 2000. Et ils ont promu également l'agenda 21. Et on nous dit aussi que les Rockefeller, ils ont tenu secret des meetings avec des activistes verts. Et donc dans le rapport, à cette page 7, on peut trouver qu'en fait, ils ont cité un plaidoyer en faveur de la création en 88 du GIEC. Donc on voit qu'eux, ils sont arrivés à démontrer qu'en fait les Rockefeller sont derrière la création du GIEC, et rien de moins que ça. Et ensuite, je suis allé me balader récemment par rapport au Covid, et j'ai trouvé ça en parallèle. Donc sur le site de la Fondation Rockefeller, donc ils ont écrit un article Artificial Intelligence Shaping Our Integrated Future. Donc en français ça donne l'intelligence artificielle plus 1 pour façonner notre avenir intégré. Donc là sur le site de la Fondation Rockefeller on nous parle d'intelligence artificielle et ils nous disent carrément le contrôle humain n'est pas exprimé par un ensemble fixe de règles mais à travers un ensemble de résultats souhaités. Les règles sont constamment mises à jour pour en atteindre ces résultats.
Les systèmes gérés de cette façon représentent une rupture marquée avec le système de gouvernance antérieur fondé sur des règles. Donc là, on retrouve noir sur blanc sur le site de la Fondation Rockefeller ce que j'ai exposé tout à l'heure avec la cybernétique et la gouvernance par les nombres de Alain Supiot. Là, on voit la philosophie qui transparaît au travers de leur site. Et donc, ils nous disent que l'intelligence artificielle, c'est plus qu'une technologie. Elle reflète les valeurs de son système, encore cette idée de système, ce qui suggère que toute lacune éthique reflète simplement nos propres lacunes. Et ils nous disent, et pourtant il y a un espoir, l'intelligence artificielle peut nous inspirer, nous augmenter et nous faire aller plus loin. Et donc les objectifs de l'intelligence artificielle doivent être des objectifs de société. Contrairement aux personnes axées sur le marché et à atteindre un but lucratif qui domine son utilisation aujourd'hui, l'application de l'intelligence artificielle de manière responsable consiste à l'utiliser pour soutenir des systèmes qui ont des objectifs humains. Donc là, on parle d'objectifs humains avec l'intelligence artificielle. Bon. Ils nous disent qu'ils ont besoin d'un nouveau système d'élaboration de règles pour guider son développement responsable. Et donc là, ils nous disent que l'autorégulation ne suffit plus. Donc là, l'autorégulation des systèmes qu'ils ont envisagés, écologiques, économiques, donc pour eux, ça ne fonctionne pas. Et donc, la surveillance intersectorielle doit commencer par la transparence et l'accès des informations significatives, ainsi que par la capacité d'exposer les préjudices. Donc eux, ils misent tout sur la transparence des informations donc, qui vont être échangées au travers des smart cities. Mais bon, moi, je vais juste faire remarquer que si l'idéologie elle est biaisée, les informations on les interprète mal, ça sert à rien de se baser sur des informations. Tout est truqué à la base de toute façon. Donc maintenant, je vais passer à la partie suivante, qui est la remise en question de l'homme parasite, qui est beaucoup véhiculé aujourd'hui au travers de l'écologie. Donc là, j'ai trouvé un livre que je n'ai pas encore lu, mais en fait, j'ai trouvé un commentaire de quelqu'un qui l'a lu et qui me paraît très pertinent par rapport aux recherches que j'ai faites. Donc ce livre, il s'appelle La biodiversité avec ou sans l'homme, réflexion d'un écologue sur la protection de la nature en France. Donc la personne qui a commenté l'article, le livre, il nous dit « Loin de toute polémique et de tout dogmatisme, l'auteur nous explique le concept de biodiversité en insistant sur les interactions entre l'homme et la nature. Cette agréable promenade pédagogique dans le milieu naturel français, guidée avec une rigueur toute scientifique par un écologue que l'on sent passionné par son sujet. À lire pour ne pas paniquer inutilement face aux prophètes de l'antimodernisme et de l'anti-humanisme. Le fait que certaines organisations écologistes agitent à nouveau le drapeau noir de la 6e extinction de masse et tutti quanti, alors que je venais de récolter dans l'écologie sceptique des éléments permettant d'espérer que la biodiversité ne se portait pas aussi mal que certains le clament. Riche autant que pertinent, les thèmes abordés, donc la diversité biologique et sa complexité, l'évolution historique de la faune et de la flore, les interactions entre l'homme et la nature, l'homme en tant qu'acteur majeur de la diversité biologique au cours du temps, et le mythe d'une nature vierge et bienveillante. Donc ça permet de mieux comprendre quels sont les enjeux réels de l'écologie quand cette dernière prend un virage politique, qui fait parfois se poser des questions sur la rationalité humaine. Donc ensuite, j'ai trouvé un site de personnes, en fait ils font des diagnostics et des conseils auprès des personnes qui entreprennent des projets, des constructions, pour préserver la biodiversité. Et donc sur leur site, en fait, ils se posent la question, sans l'homme, quelle serait la biodiversité ? Donc dans leur conclusion, ils disent simplement que beaucoup d'espèces dépendent de l'homme de manière plus ou moins directe. Sans lui, elles régressent fortement, voire pour certaines disparaissent. Donc en fait, ils ont fait un petit tableau pour montrer, ils ont comparé les espèces. En fait, ils ont pris les espèces qui vivent à l'intérieur des bâtiments. Ça peut être comme ici à l'intérieur de cette grange. Et donc ils ont pris aussi les espèces des milieux ouverts. Donc c'était les milieux ouverts, c'est tout ce qui n'est pas boisé, les prairies, les champs, les friches. Ils ont pris aussi les espèces qui sont dans les zones humides et enfin les espèces qui habitent en forêt.
Et donc, ils ont essayé d'imaginer qu'est-ce qui allait se passer sans l'homme sur la période de 0 à 10 ans, de 10 à 100 ans, et de 100 à 1000 ans. Donc, au début de 0 à 10 ans, en fait, ils ont remarqué partout que la biodiversité allait revenir, l'homme allait se retirer, la biodiversité allait croître. Et après, de 10 à 100 ans, ça allait devenir problématique parce que, en fait, tous les milieux ouverts, ils tendent à se refermer. C'est-à-dire qu'il y a les ronces qui arrivent, après il y a la forêt qui arrive, et on perd toute la biodiversité des champs et des prairies. Et ensuite, bon, il s'est aussi projeté de 100 à 1000 ans. Et là, il y a quelque chose donc, il a fait remarquer, c'est que vu que les bâtiments, donc les constructions d'origine humaine qui abritent des animaux, donc vu qu'ils se sont écroulés, donc il y a tous ces animaux-là aussi qui vont disparaître. Donc là, en fait, il a fait un graphique qui est beaucoup plus parlant. Donc là, on a la situation... on voit pas avec la souris. On a la situation actuelle sur le point de départ. Donc ensuite, l'homme qui sortira de l'environnement. Donc là, on a une hausse de la biodiversité. Et après, à cause donc, de la fermeture du milieu, à cause des broussailles, on a une baisse de la biodiversité qui diminue beaucoup plus qu'actuellement. Et donc ensuite, il entrevoit donc de 0 à donc de 100 à 1000 ans, il y aurait une sorte d'équilibre qui pourrait se créer entre les milieux ouverts et fermés. Il y aurait des incendies de forêt qui créeraient des milieux ouverts, qui permettraient à la biodiversité de prospérer. Et donc dans la suite de la conclusion, donc il dit en fait si on réduit la biodiversité au nombre d'espèces présentes, il n'est pas certain qu'elle augmente beaucoup en l'absence de l'homme, même sur le long terme. En effet, l'un des effets les plus marquants de l'action anthropique sur le milieu est d'y créer l'hétérogénéité spatiale. Une grande et vieille forêt temporée ne comporte pas nécessairement plus d'espèces qu'un ensemble de même superficie comportant des prairies de fauches, pâturages, bosquets, haies, fermes et villages. En poussant le raisonnement encore plus loin, on pourrait considérer qu'un parc zoologique compte une biodiversité bien plus grande. On voit donc ici les limites d'une biodiversité qui se limite à une comptabilité d'espèces en négligeant la fonctionnalité et la résilience des écosystèmes. Et donc il nous dit aussi très important que selon la définition que l'on donne à la biodiversité, cette dernière atteindrait en l'absence de l'homme un niveau plus ou moins élevé. Je parlais donc du climax, qui est le stade d'évolution finale d'un milieu sans intervention humaine. Donc c'est ce que je disais précédemment. Donc le climax, c'est un état théorique dans lequel un sol ou une communauté végétale a atteint un équilibre stable et durable dans les conditions climatiques actuelles. Donc la végétation climatique sous les latitudes tempérées et la forêt. Ainsi, sans intervention humaine, l'Europe serait couverte de forêts, à part qu'en quelques endroits où incendies, crues et troupeaux de gros herbivores créeraient des clairières. Et donc d'ailleurs ici on le voit clairement, là, on peut le voir au sein de la ferme, avec cet espace qui est cultivé, les arbres fruitiers, les jardins, tous les animaux, il y a beaucoup plus de biodiversité ici que dans la forêt un peu plus haut, il y a quelques essences d'arbres. Je pense qu'il n'y a pas tant d'espèces d'animaux que ça. Ensuite, donc, je vais parler du cas du lac d'Annecy, qui n'est pas si loin. Donc, comme contre-exemple de la vision parasite de l'homme. Donc, il y a un article qui est paru sur Télérama qui nous parle du lac d'Annecy. Donc, dans les années 50, le lac il était moribond et il était asphyxié par les algues dû à la surconsommation d'oxygène, donc dû au rejet de matière organique, qui mettait en péril la vie aquatique. Donc en fait, il y a le syndicat du lac, donc le SILA, ils ont créé un réseau d'assainissement en 57 pour mettre en place un collecteur sur toute la périphérie du lac pour réorienter les eaux usées de l'agglomération. Et donc l'eau maintenant, elle est si propre qu'elle est potable et elle peut être utilisée sans traitement. Et donc on va voir maintenant pourquoi ça pose problème, que l'eau est devenue si pure. Donc la transparence du lac est telle qu'on arrive à voir à 10 mètres de profondeur. Et paradoxalement, les rayons du soleil qui pénètrent mieux dans l'eau, ils ont un impact négatif sur l'écosystème.
À terme, le lac il risque une désoxygénation dramatique des masses d'eau profondes. Les couches supérieures ne se refroidissent pas suffisamment l'hiver pour assurer un brassage du lac qui ne se fait plus depuis une quinzaine d'années. Donc là, je ne sais pas si vous avez compris, mais en fait, le fait que les rayons du soleil chauffent trop l'eau en profondeur, il y a plus de brassage qui se fait entre l'eau chaude et l'eau froide, et donc l'oxygène ne circule plus. Et donc ils disent que la faune des grandes profondeurs est déjà touchée par ce manque d'oxygène. Ensuite, il y a un deuxième aspect négatif, c'est que la pureté des eaux, elle engendre une chute du phosphore, et donc d'une baisse très nette du plancton et des algues dont elles sont dépendantes. Parce que le plancton et les algues se nourrissent beaucoup du phosphore, et dont les lessives qui sont rejetées dans les eaux usées, les lessives, en fait, elles sont une nourriture pour ce plancton. Bon, je peux prendre la lessive, mais il y a les autres déchets organiques aussi. Hein. Et donc les poissons ne trouvant pas suffisamment de nourriture, ils deviennent alors plus petits et moins nombreux. Donc là, on voit que l'homme qui tente de faire de l'écologie, bah, finalement, pour le coup, c'est raté, puisqu'on arrive au résultat inverse de celui espéré. Même si on arrive à produire un lac avec une eau pure. Et donc maintenant, je vais terminer par la conclusion qui synthétise tout ce qui a été vu précédemment, pour que vous en ayez une vision d'ensemble. Donc nous avons vu que l'écologie dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'écologie politique. Elle est née avec le rapport Meadows des limites à la croissance, orientée avec une perspective malthusienne. Donc elle a été créée dans les années 70 avec l'élitiste Club de Rome. Le réchauffement climatique d'origine anthropique, c'est-à-dire créé par l'homme, et la 6e extinction de masse qui anime cette idéologie sont des théories réfutables. Cette écologie, donc l'écologie envisageant notre monde dissocié de l'homme comme étant un système autorégulé par l'approche systémique, est déstabilisé par l'homme. Il semble pour avoir comme but officiel d'instaurer un contrôle des écosystèmes et du système Terre dans son ensemble via des systèmes pilotes. Donc là, on peut penser cybernétique, smart city. Officieusement, il semble s'agir en réalité plus du contrôle des êtres humains. Un des grands projets est de nous amener à vivre donc dans ces villes intelligentes et écologiques, où est exercée une gouvernance non plus par des lois humaines, mais par des nombres et des chiffres, par des nombres et objectifs chiffrables à réaliser. Dans ce nouveau mode de vie cybernétique imposé, l'intelligence humaine, et donc la transcendance, et même son âme tout entière, donc de l'être humain, est mise de côté au profit d'une logique immanente et rationalisante, dictée par l'intelligence artificielle et les algorithmes, qui agissent dans un paradigme qui demande à être questionné. Donc là, je fais référence à l'importance du CO2 dans le rôle de l'effet de serre. Parce que finalement, si on se rend compte que le CO2 n'a aucun rôle dans l'effet de serre, ça sert à tout ce qu'on fait aujourd'hui au nom de l'écologie et toute la restriction des libertés, finalement, ça sert à rien. Et donc nous avons vu que la famille Rockefeller est impliquée dans l'ensemble du processus, allant de la fondation et de la promotion de l'écologie politique, en passant par leur rôle d'acteur de la transition énergétique et jusqu'à la promotion d'un contrôle de l'humanité par l'intelligence artificielle. La vision de l'homme parasite, elle est biaisée et contredite par les faits. L'occupation du territoire par l'homme n'est pas incompatible avec le développement et le déroulement de la vie, bien au contraire. Un espace aménagé et cultivé par l'homme peut être vu comme un art et un des buts fondamental de nos existences, pour le peu que nous puissions repenser l'importance du rôle de l'homme, de par son intelligence, sa sensibilité et ses actions positives. Cela nous amène directement à la question primordiale de savoir qu'est-ce que l'homme et quel est son but dans notre univers, qui devrait être le point de départ de la réflexion. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention, en vous souhaitant une très bonne journée. Donc je vous laisse la parole si vous avez des questions.